On ne présente plus M. Yvan Blot ici. Néanmoins, je vais rappeler qu'il n'a pas été seulement haut fonctionnaire, homme politique connu, il est ancien député du Pas-de-Calais, entre autres, et je regrette beaucoup que sa carrière ne l'ait pas amené au poste ministériel qu'il méritait. Merci. Bon, il a toujours, avec constance, malgré toutes les épreuves que cela entraînait, toujours défendu la même ligne, quelles que fussent les formations politiques auxquelles il appartint et qui se succédèrent pour des raisons. Bon, ben, merci beaucoup à Frère Thierry d'avoir organisé cette soirée. Merci beaucoup à Nicolas Tandler pour les mots ô combien aimables qu'il a bien voulu avoir sur mon compte. C'est vrai que ça fait des années qu'on se connaît. Nos chemins ont été assez parallèles. Mais malgré tout, vous savez que les parallèles ne se rencontrent jamais. Donc effectivement, on ne s'est pas rencontrés souvent. Ce soir, Frère Thierry m'a demandé de vous parler de la politique selon Aristote. En fait, j'ai fait un petit livre qui est un... Quand j'étais député, j'avais fait un livre sur le sujet, qui est là d'ailleurs. Il y a quelques exemplaires. C'est un commentaire de la politique d'Aristote, si je puis dire, qui n'a rien perdu de son actualité, puisque, si j'ose dire, Aristote est immortel. C'est comme Dostoïevski, vous savez. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman complètement fou mais extraordinaire de l'écrivain russe Bulgakov, qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Dans ce livre, à un moment, il y a deux adjoints du diable, un avocat, parce qu'un avocat est forcément un adjoint du diable dans l'esprit de Bulgakov, le juriste, disons, le juriste est un adjoint du diable parce qu'il transforme le bien en mal et le mal en bien. Donc, enfin, c'est ça, tout son art, c'est ça. Et puis l'autre adjoint du diable, qui est un énorme chat noir, tous les deux arrivent dans un restaurant réservé à l'élite littéraire de l'Union soviétique à l'époque. Et puis ils disent, voilà, on voudrait dîner. Il dit, mais c'est réservé aux écrivains. Il dit, bah justement, on est écrivain. Comment vous êtes écrivain? Vous avez une carte? Il dit, comment madame? Mais un écrivain ne se définit pas par le fait qu'il a une carte. Il se définit par le fait qu'il écrit. Vous auriez demandé à Dostoïevski, est-ce que vous avez une carte? Ben, sans doute, il n'avait pas de carte. Vous l'auriez refusé? Et la préposée à l'entrée répond, ne parlons pas de Dostoïevski, il est mort. Et à ce moment-là, le chat répond, non madame, je proteste, il n'est pas mort, il est immortel. Donc, c'est pour ça que je pensais, Aristote, c'est pareil, en quelque sorte. Alors, donc, je vais résumer, enfin, je vais dire quelques-unes des choses que j'ai retenues de cet ouvrage d'Aristote sur la politique, sachant que c'est probablement un des meilleurs ouvrages qui n'ait jamais été écrit sur la politique. C'est pas le principal ouvrage d'Aristote. D'après le philosophe Heidegger, le principal ouvrage d'Aristote, c'est la métaphysique, et c'est le début de la métaphysique, notamment où Aristote dit que toute chose humaine a quatre causes. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Alors il prend l'exemple d'un temple grec en disant la cause matérielle c'est les pierres, le marbre avec lequel on construit le temple. La cause formelle c'est le plan de l'architecte qui va dire comment il faut faire. La cause efficiente sont les ouvriers sur le chantier qui construisent le temple. Et il dit et la cause finale, en fait c'est la plus importante, c'est la religion grecque. Parce que s'il n'y avait pas de religion, on ne construirait pas de temple, effectivement. Et je fais cette petite parenthèse parce que je crois que cette théorie des quatre causes d'Aristote reste quelque chose de profondément juste, profondément vrai, et s'applique à tous les problèmes qui sont autour de nous. Et on s'aperçoit notamment que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui a complètement oublié la cause finale. On le voit bien avec des affaires comme celle par exemple du mariage gay. Bon, la cause finale du mariage, c'est la procréation d'enfants, évidemment. Mais la cause finale n'a plus aucune importance à notre époque. Alors la cause formelle, c'est le mariage lui-même, bien sûr. La cause matérielle, c'est la sexualité. Et la cause efficiente, c'est l'amour. En fait, la cause majeure, la plus importante, c'est la cause finale. Mais dans notre monde, c'est une cause qui est évacuée.
Moi, je me souviens avoir essayé d'appliquer cette théorie des 4 causes à mon métier, à mon ancien métier au ministère de l'Intérieur. Et je l'avais appliqué notamment à des émeutes de banlieue. Alors mes collègues étaient un peu sidérés, ils disaient mais qu'est-ce que c'est de la poésie ou quoi? Parce que je leur disais non, les émeutes de banlieue, vous avez 4 causes aussi. Vous avez les causes matérielles, alors ce qui sont les causes économiques, par exemple, il y a beaucoup de chômage. Vous avez des causes, la cause formelle, c'est l'état des lois. Bon, par exemple, les lois sur l'immigration ne sont pas respectées, donc il y a de l'immigration clandestine, et ça nourrit évidemment la population qui ensuite va faire des émeutes. La cause efficiente, c'est la nature de la population qui est sur place. C'est sûr que si dans une commune, vous avez une majorité de Chinois, vous aurez probablement beaucoup moins d'émeutes que si vous avez des Africains et des Maghrébins. Alors ça, dire ça au ministère de l'Intérieur, vous imaginez, c'était... Si, il y avait quelques policiers qui comprenaient, hein, mais enfin autrement, ça sentait aussi. Puis je dis, quant à la cause finale, la cause finale, c'est la nation française, son unité, sa culture commune. Or, dans nos rapports au ministère de l'Intérieur, on ne s'intéresse qu'aux 2 premières causes, c'est-à-dire la cause matérielle et la cause formelle. Ça veut dire que pour résoudre le problème des émeutes, qu'est-ce qu'on va faire? On va claquer énormément d'argent pour multiplier le nombre des policiers, on va donner des subventions, on va donner de l'argent à des entreprises pour créer des emplois, même s'ils ne servent à rien, pour essayer de favoriser l'emploi sur place, on va repeindre des cages d'escalier, enfin toutes sortes de choses que l'État fait d'ailleurs, effectivement. Ça, c'est la cause matérielle. La cause formelle, on va changer les lois. Par exemple, on va faire en sorte qu'on puisse quand même arrêter des mineurs qui ont participé aux émeutes, etc. Donc, il faut modifier un certain nombre de textes. Donc, et ça, c'est les seules choses que savent faire les anciens élèves de l'ENA, c'est normal, c'est leur métier, c'est de changer les textes ou donner de l'argent, distribuer de l'argent. Mais vous voyez bien que les 2 causes les plus importantes, on les passe totalement sous silence. La cause efficiente, c'est la nature de la population qui est sur place. Est-ce que sont les Français? Est-ce qu'ils sont intégrés? Est-ce qu'ils ne sont pas intégrés? Est-ce qu'ils sont par exemple tous islamistes? Tout ça, c'est la cause efficiente. On ne s'y intéresse pas. On refuse de s'y intéresser par principe. Et puis la cause finale, c'est effectivement celle de l'unité nationale. On ne se pose pas la question. Voilà. Donc sur les 4 causes, on va traiter que 2 des causes. Et puis quelques années après, on aura de nouveau des émeutes. On va se dire, tiens, comment ça se fait qu'il y a de nouveau des émeutes? Oui, c'est normal. On n'a pas traité les 4 causes, on en a traité que 2. Voilà, donc cette petite remarque sur les 4 causes d'Aristote, je crois que c'est quelque chose qui est très, très important. Mais il n'en parle pas dans le livre sur la politique. Le livre sur la politique d'Aristote comprend 8 chapitres qui éclairent chacun d'une manière très originale les problèmes politiques que nous connaissons. Le premier chapitre traite des communautés naturelles, si je puis dire, donc il parle de la famille, il parle de la patrie, il parle de la propriété. Et il explique qu'un être humain qui n'a pas de patrie, c'est un être dégradé. Parce qu'il dit l'homme, ça c'est la théorie anthropologique d'Aristote, la théorie de l'homme d'Aristote, l'homme est composé de raison mais aussi de déraison. À l'intérieur de sa tête, il y a les passions, les instincts, etc. qui bouillonnent, il n'y a pas que la raison. Et l'homme, s'il est abandonné à lui-même comme un individu, très vite risque de devenir un délinquant. C'est ce qui se passe des enfants d'immigrés qui ne sont pas élevés vers leur famille, ils deviennent très vite des délinquants. Et il dit donc qu'il faut que l'homme soit enraciné dans des traditions familiales, dans des traditions historiques. Il faut qu'il soit enraciné pour pouvoir canaliser cette énergie qui se tourne autrement vers la délinquance. Et donc, il dit, un être humain qui n'aurait pas de patrie et qui ne s'intéresserait pas à sa patrie, c'est un être dégradé, parce qu'il n'a plus toutes ces traditions, si vous voulez, dans lesquelles un individu s'épanouit normalement, et comme il n'a plus ces traditions, il va régresser vers la criminalité. Et c'est ce qu'on constate partout dans toutes les sociétés où il y a des populations complètement déracinées, qui n'ont plus de racines culturelles, et qui virent très, très vite à la criminalité. Aux États-Unis, c'était réputé être propre, notamment à la ville de Chicago. Alors, donc un être sans patrie, c'est un être dégradé, dit-il. Il a besoin de racines. Et il dit, comme toujours, dans toutes les choses humaines, c'est le juste milieu qui est important. Donc, dans la question de l'égalité, qui est une question très importante en politique, si on pousse trop loin l'égalité,
on casse les hiérarchies et à ce moment-là, les gens ne sont plus encadrés et la société se désagrège. Et puis d'un autre côté, s'il y a une hiérarchie trop forte, etc., c'est le despotisme, surtout si cette hiérarchie n'est pas soumise à des règles. Et donc c'est tout aussi mauvais. Il dit qu'il faut un juste milieu entre les deux. Et ensuite, dans son deuxième chapitre, le chapitre suivant, là, il va parler du socialisme et du communisme. Et il se montre un critique extrêmement sévère du communisme comme du socialisme. Alors, la critique du communisme, c'est la critique de Platon, parce qu'il reproche à Platon dans la République d'avoir proposé une société où la classe dirigeante serait une classe qui vivrait dans un communisme intégral. Et il explique pourquoi c'est une énorme erreur. Il explique d'une façon générale d'ailleurs que il faut absolument qu'il y ait la propriété privée parce que on prend fort peu de soin, dit-il, c'est une citation de lui, on prend fort peu de soin de ce qui est commun. On ne prend soin que des choses qui vous appartiennent à vous. Et donc si on veut que dans la société il y ait un minimum d'ordre, plus il y a de propriété privée, mieux c'est en quelque sorte. Parce que c'est dans le domaine public, effectivement, qu'il y a le plus de laisser aller. Alors il critique beaucoup Platon. Vous savez que Platon, à la fin de sa vie, d'ailleurs, a changé d'avis. Dans la République, il propose un communisme pour les dirigeants. Dans son dernier livre, Les lois, il abandonne cette idée. Mais enfin, Aristote, donc, se sent obligé surtout qu'il était un élève de Platon quand il était jeune, il se sent obligé de critiquer Platon sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'un jour, il aura cette fameuse phrase célèbre où il dit certes, je suis un ami de Platon, mais je suis encore plus un ami de la vérité. Donc si j'ai le choix entre les deux, je choisirai la vérité et je me détournerai de Platon, bien qu'il était l'élève de Platon. Alors, Aristote critique le communisme comme un système contre nature, en fait, et il pense que c'est un système qui va déboucher sur la tyrannie et sur le crime. Alors il écrit ça quand même 400 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est quand même pas mal, hein, parce que on s'aperçoit qu'au XXe siècle, ces prédictions, disons, se sont largement réalisées. Et il dit, si on arrive un jour sur Terre à mettre en place une société dirigée par une caste communiste comme le souhaite Platon, en fait cette caste de communistes, ce sera comme une garnison de surveillants, et le reste de la population sera traité comme des esclaves obligés d'obéir aux surveillants. Et il a parfaitement décrit effectivement les excès qui ont pu avoir lieu sous certains régimes communistes. Il critique le communisme, il critique aussi le socialisme je dirais réformiste, on dirait aujourd'hui, et notamment un philosophe grec qui défendait cette thèse, qui était Philéas de Chalcédoine, qui disait on ne peut pas tout mettre en commun, mais il faut essayer d'égaliser au maximum les conditions. Et là, Aristote dit c'est normal qu'il y ait un certain degré d'égalité dans un pays, mais il ne faut pas vouloir égaliser à tout prix tout le monde, parce que les talents ne sont pas les mêmes, il y en a qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, etc. Et si vous faites ça, vous aurez l'effondrement de la production et de l'innovation, et le pays va s'appauvrir considérablement. Ça s'est là aussi vérifié, on constate, parce que dans la plupart des pays très socialistes, en général, le niveau de vie a beaucoup baissé, et ça s'est retourné finalement contre les classes populaires. Il critique aussi ce qu'on appelle dans le langage moderne en économie le constructivisme, c'est-à-dire l'idée que la société c'est comme une machine. Et donc, un grand intellectuel peut imaginer une société parfaite en imaginant des rouages un peu comme on le fait pour une machine. Et à l'époque d'Aristote, il y avait un philosophe qui avait tenté ça, qui s'appelait Hippodamos de Milet. Et il dit c'est une erreur totale parce que la société, c'est le résultat d'une croissance spontanée, quasiment naturelle, et la société n'est pas le produit d'un esprit fort, disons, qui veut construire la société comme on construit une machine. Alors ensuite, il examine un peu les différents régimes politiques qui existent en Grèce, et il critique notamment beaucoup Sparte. Pourquoi ? Parce que Sparte a des ilotes sur son territoire qui sont presque des esclaves en quelque sorte, qui était une population primitive que les Spartiates avaient vaincue. Et les Spartiates en avaient fait leurs serviteurs. Et il dit ça c'est un très mauvais système. Il faut dans une cité qu'il y ait une grande homogénéité ethnique, n'est-ce pas ? Ce qui aujourd'hui évidemment ne passe pas.
Il dit à Sparte, les Ilotes, c'est en quelque sorte l'ennemi de l'intérieur qui est à l'intérieur de la société. Et donc, ils ont été obligés de faire une société totalement militarisée parce qu'il fallait en permanence empêcher les révoltes des Ilotes. Et donc, une société qui est de ce type, si vous voulez, composée de deux populations, avec une population supérieure militarisée et puis une population inférieure qui fait toutes les autres tâches, ça peut pas être une bonne société. Et donc, ça, c'est le gros défaut du système spartiate. Et c'est pourquoi d'ailleurs il faut éviter les populations hétérogènes et il faut éviter, dit-il, aussi l'immigration. Alors il dit l'immigration est une des causes majeures de l'effondrement des cités parce que les immigrés, quand ils deviennent de plus en plus nombreux, ont leur culture à eux qui n'est pas celle de la cité. Ils finissent par créer des divisions à l'intérieur de la cité et pour peu qu'ils soient liés d'ailleurs à des puissances extérieures, à ce moment-là ils vont être manipulés par ces puissances extérieures. Et la cité se retrouvera affaiblie par cette population immigrée. Voilà en gros, disons, les principales critiques que fait Aristote sur Sparte, la cité de Sparte. Il critique aussi les Carthaginois pour d'autres raisons, parce qu'il reproche aux Carthaginois d'être un peuple de marchands où seul l'argent compte, il n'y a que de la vénalité. Il dit ça détruit complètement l'esprit, la morale commune, et on ne peut pas avoir une cité qui se tienne où les gens ne pensent qu'à une seule chose, c'est avoir le plus d'argent possible, parce qu'à ce moment-là on ne défendra plus la cité, l'armée va s'effondrer, et il décrit un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui, la cité occidentale actuelle. Voilà. Alors ensuite, dans son livre 3, Aristote parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le code de la nationalité. Il dit comment devient-on citoyen, comment est-on citoyen, et il prend parti, comme tous les Grecs de son époque, c'est pas très original, pour le droit, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit du sang, c'est-à-dire que est citoyen celui qui est né d'un père et d'une mère eux-mêmes citoyens. Et donc le simple fait de résider sur le territoire ne doit pas vous donner les droits du citoyen. Ça c'était la thèse générale d'ailleurs dans les cités grecques. C'était la grande différence avec les Romains, parce que les Romains au contraire, ils ont eu tendance à élargir la citoyenneté même à des peuples qui n'avaient rien à voir avec les Latins, et sans doute ça a précipité probablement ensuite la décadence de l'Empire romain. Ce phénomène ne s'est pas produit donc en Grèce. La Grèce c'est différent, vous me direz pourquoi la Grèce antique s'est effondrée. Elle ne s'est pas effondrée à cause de cela, elle s'est effondrée parce que elle s'est retrouvée, elle a d'abord fait énormément de guerres, les cités grecques ont fait des guerres terribles entre elles, et ça a dépeuplé largement le pays. Et puis ensuite les Romains ont attaqué les Grecs, et les Romains avec le général Sylla avec beaucoup de mal d'ailleurs, ça a pris des dizaines d'années, ils ont fini par écraser les Grecs parce qu'ils étaient à 5 contre 1, quoi. Donc à un moment effectivement il devenait très difficile, parce que les Grecs étaient d'excellents soldats évidemment, et les Romains n'étaient pas mauvais, mais les Grecs encore meilleurs. Et donc finalement ils ont écrasé les Grecs, ils en ont fait une province romaine, et à ce moment-là le Sénat a dit à Sylla, c'est très bien, t'es un grand général, t'es content de toi, n'est-ce pas, on a vaincu les Grecs, maintenant la Grèce fait partie de l'Empire romain, et qu'est-ce qu'on en tire? Quel est l'argent qu'on en tire? Alors Sylla était bien en peine de répondre à cette question, et le Sénat a dit, mais ça sert à rien de conquérir des territoires s'ils ne rapportent rien. Alors Sylla a répondu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'habitants en Grèce, il n'y en a presque plus parce que j'ai massacré tout le monde. Alors le Sénat a dit, dans ces conditions, il faut repeupler la Grèce, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les Grecs antiques vont disparaître. Ils vont repeupler, les Romains vont repeupler la Grèce avec des populations qui viennent de Syrie, d'Égypte, etc., autour de la Méditerranée, mais qui n'ont rien de grec, évidemment. Et c'est à partir de ce moment-là, les anciens Grecs, tels qu'ils sont décrits par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, qui étaient visiblement un peuple du Nord au départ, sont devenus très différents. Puis alors après, dans l'histoire, bien sûr, vous avez eu l'occupation turque, etc., ce qui fait que entre le grec d'aujourd'hui et le grec de l'Antiquité, évidemment, il n'y a plus beaucoup de points communs, en tout cas sur le plan racial, si j'ose utiliser un mot très malvenu. Voilà, donc
Donc pour Aristote, mais c'était pas original de sa part de dire ça, c'était le droit du sang qui devait définir le citoyen, et les naturalisations pouvaient intervenir, mais de façon extrêmement limitée, pour des raisons extrêmement précises. Ensuite, dans le livre 3, c'est là qu'il développe sa thèse sur les différents régimes politiques. Alors, thèse qui est très célèbre, qui avait déjà été développée par Hérodote, par Platon, et qui a été un peu, je dirais, améliorée par Aristote, où il dit il y a 3 sortes de régimes fondamentalement, selon qu'il y a une personne qui dirige, un petit groupe qui dirige, ou tout le monde. Il dit bon, le système où il n'y a qu'une personne qui dirige, alors c'est là où il va se distinguer un peu de Platon et Hérodote en disant est-ce que le régime, quel qu'il soit, vise le bien commun ou pas? Mais ça, c'est le problème central, parce que un régime politique doit viser le bien commun, l'intérêt général, comme on dit aujourd'hui plutôt. Donc, s'il y a un seul homme qui dirige la société politique, et qu'il vise le bien commun, et qu'il respecte les traditions, c'est un roi, et ce sera bénéfique pour l'ensemble de la société. Si par contre ce roi prend de mauvaises mœurs, en quelque sorte, est moralement complètement dégradé, ne cherche pas le bien commun mais cherche son bien personnel, c'est un tyran. À ce moment-là, il faut l'abattre. Deuxième type de régime, le régime où un petit nombre de gens gouvernent. Donc, à dire, si c'est un petit nombre de gens qui cherchent le bien commun et pas leur bien à eux, c'est une aristocratie, sont les meilleurs, et ça peut donner un bon régime. Mais si c'est un petit nombre qui ne cherche que son avantage personnel, ou l'avantage du groupe, et qui méprise totalement l'avantage du peuple, ça s'appelle une oligarchie, et ça, cette oligarchie, elle est contraire au bien commun, et c'est une catastrophe. Quant à la démocratie, ben c'est pareil, il y en a 2 sortes, en quelque sorte. Il y a le régime où le peuple gouverne, mais il gouverne en fonction du bien commun, il ne cherche pas à spolier notamment les riches systématiquement sous prétexte qu'ils sont plus nombreux. Ou alors il y a le système démagogique où là, au contraire, le peuple se sert en quelque sorte, quitte à détruire toutes les autres catégories de la population, et là le bien commun s'effondre. Donc il explique que finalement, il n'y a pas de système parfait. En plus, tous les systèmes se dégradent, dit Aristote, parce que l'homme est ainsi fait. Ce qui fait qu'une royauté pure risque de devenir un jour une tyrannie, une aristocratie pure risque de devenir une oligarchie, une démocratie pure risque de devenir une démagogie, et il prône ce qu'on appelle le régime mixte. Le régime mixte d'Aristote, il dit, dans un bon régime bien équilibré, il faut un peu de tous. Donc il faut une part de royauté, il faut une part d'aristocratie et une part de démocratie. Il faut un peu des 3. Et c'est ce mélange des 3 qui fait, s'il est réussi, qui va permettre au régime d'être politiquement valable, parce que chacune des catégories limitera les excès des autres. Il fait aussi une autre remarque très importante, surtout à notre époque, en expliquant que c'est une énorme erreur de croire que la cité, aujourd'hui on dirait la nation, bon enfin c'est un peu ça, la cité n'est pas un état de droit, ou du moins c'est un état de droit, mais enfin bon, il y a des lois bien sûr, il faut respecter les lois. Il dit mais c'est très secondaire les lois. Ce qui est le plus important, et de très loin, c'est l'état moral de cette cité. Ce qui compte, c'est la moralité. Est-ce que les citoyens ont une moralité de citoyens? Est-ce qu'ils sont prêts à mourir pour défendre la patrie? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Alors, si on est dans un cas de figure comme celui-là, évidemment, c'est bien. Et il dit, ça, c'est pas une question de droit, parce qu'on peut avoir des lois, même sévères d'ailleurs, mais si les mœurs sont complètement corrompues, le droit ne servira absolument à rien. Et il dit, et ce qui noue les citoyens entre eux, c'est pas le droit, alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on affirme. Si vous demandez aux gouvernants des pays occidentaux, ou d'une façon générale, qu'est-ce qui lie les citoyens entre eux, qu'est-ce qui fait que les citoyens sont des citoyens et ont des relations entre eux, on va vous répondre, c'est le droit, c'est la Constitution. Aristote dit c'est une grave erreur de croire ça, bien sûr que ça joue un rôle. Il dit mais ce qui compte en fait c'est l'état de solidarité des citoyens entre eux qui forment une véritable nation et qui sont prêts à mourir pour défendre leur patrie. Et il dit ce sentiment d'amitié des citoyens les uns pour les autres, c'est ce qu'il appelle en grec la philia. La philia c'est l'amitié en fait. Et il dit et ce sentiment c'est ça qui fonde l'existence même d'une nation. C'est pas le droit. Le droit, il vient après.
Alors c'est une vision évidemment très différente de celle qu'on a actuellement, hein, mais qui de temps en temps a réapparu dans l'histoire de France, bien sûr, à chaque fois que les Français se sont sentis solidaires les uns des autres, notamment contre un envahisseur ennemi, par exemple. Bon, à l'époque de Jeanne d'Arc, ou à des époques comme ça. Alors, donc le droit, Aristote ne le condamne pas, il sait bien qu'il faut des lois, mais il pense qu'il ne faut pas surévaluer l'importance qu'on donne au droit, parce que ce qu'il y a de plus important, c'est l'éducation morale des citoyens, c'est pas l'éducation juridique des citoyens. Bon, évidemment, on en est très loin aujourd'hui, hein, donc on est dans un monde complètement différent. Alors, il y a aussi un passage assez intéressant, parce que ça correspond aussi à des problèmes que nous avons aujourd'hui. Aristote est tout à fait hostile, c'est assez amusant, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le gouvernement des experts. Parce que, alors ça, il reprend sa théorie des quatre causes. Je vais vous lire un petit passage en faveur de la démocratie, justement. Aristote défend la démocratie, mais une démocratie qui a une composante d'aristocratie et une composante de royauté, comme je dis, puisque c'est un régime mixte pour lui. Hein. Mais il dit pourquoi finalement garder cette composante de démocratie? Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Bon, non. Parce que individuellement, les citoyens sont sans doute pires comparés à l'homme le meilleur dans une société. Bien sûr, la moyenne est inférieure à l'élite. Mais la cité est composée de tout le monde. De même qu'un festin payé par plusieurs convives est meilleur que celui offert par un simple particulier, une masse nombreuse dessine mieux que n'importe quel individu. De plus, la multitude est plus difficile à corrompre, comme c'est le cas d'une plus grande quantité d'eau. Et ça sont les arguments que vous retrouvez en Suisse quand les Suisses essayent de défendre la démocratie directe. Ils disent que la démocratie directe, c'est une excellente arme contre la corruption, parce que notamment au niveau de la démocratie locale, si vous avez un maire qui a tous les pouvoirs, ben évidemment, c'est assez facile de corrompre un homme tout seul. Pour construire une tour au milieu de la ville, par exemple, même si ça ne sert à rien, simplement pour avoir des pots de vin. Bon, c'est tout à fait possible. S'il faut déjà corrompre la majorité du conseil municipal, c'est déjà plus dur, parce qu'il faut corrompre peut-être 20 personnes et pas une, que ça ne se sache pas. Donc c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais si vous voulez corrompre le peuple entier, c'est impossible. C'est totalement impossible. Vous ne pouvez pas persuader une petite ville tout entière qu'il faut construire une tour au milieu de la ville si tout le monde pense que ça ne sert à rien, etc. Uniquement parce qu'il y a des pots de vin derrière. Ça, vous ne pouvez pas corrompre le... Donc, effectivement, on a observé, d'ailleurs, puisqu'il y a des pays qui ont la démocratie directe, d'autres qui ne l'ont pas. Je citais l'exemple de la Suisse. Bon, mais même un pays, je dirais, moins modèle que la Suisse, peut-être, comme l'Italie, a montré que la démocratie directe, c'était quelque chose de vraiment très efficace. Alors là, il y a un exemple célèbre. Bon, il y en a eu plusieurs, mais enfin... c'est l'exemple de la loi Berlusconi. Quand Berlusconi était Premier ministre, il avait voulu faire une loi qui interdise aux juges de le mettre en cause. C'est-à-dire que le Premier ministre avait une immunité judiciaire qui fait que, pour tout ce qu'il faisait, y compris ses actes privés d'ailleurs, en aucun cas il ne pouvait être traduit devant un tribunal. Bon, ça arrangeait Berlusconi, bon. Mais ça a scandalisé beaucoup de gens en Italie. Et le Parlement a voté, puisque le Parlement était à la solde de Berlusconi, comme font tous les parlements. Les parlements sont à la solde de l'exécutif. Et c'est ça la limite, d'ailleurs, de l'institution parlementaire, de ce point de vue-là. Mais en Italie, depuis 1964, ils ont adopté des éléments de démocratie directe. C'est-à-dire que vous pouvez casser une loi. Enfin, si un certain nombre de citoyens sont en désaccord profond avec une loi, ils peuvent signer une pétition pour demander que la loi soit annulée. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu 500 000 personnes. Il faut 500 000 personnes au minimum, hein. 500 000 personnes ont donc signé une proposition de loi demandant de supprimer cette loi Berlusconi qui venait d'être votée par le Parlement. Berlusconi s'est dit c'est pas grave, car c'est moi, en tant que Premier ministre, qui décide de la date du référendum. Je vais choisir le 10 août. Et là, les gens étant tous en vacances, parce qu'il y a une autre clause en Italie qui n'existe pas en Suisse, c'est qu'il faut que 50% des gens votent. S'il y a plus de 50% d'abstention, le référendum est balayé, c'est comme s'il n'y en avait pas. Alors Berlusconi s'est dit, bon, c'est très bien, il n'y aura pas 50% de gens qui vont aller voter pour ça, sur un point aussi précis, et donc ma loi sera sauvée grâce à ça. Et alors là, c'est là qu'il s'est trompé totalement, c'est-à-dire que non seulement les gens sont allés voter, tellement ils étaient scandalisés, et donc il y a eu 60%, je crois, de participation, donc le référendum était valable,
Et parmi les gens qui ont voté, il y en a eu 90 ou 95% qui ont dit on veut supprimer la loi. Vraiment, ils ont voté pour la suppression de la loi. Et donc cette loi, qui était une loi de corruption quand même, indiscutablement, a été éliminée grâce à la démocratie directe. Il n'y aurait pas eu de démocratie directe, et ben les Italiens auraient été obligés de subir un Premier ministre qui était au-dessus de toutes les instances judiciaires du pays. Alors l'argument d'Aristote sur la corruption, je crois, est un argument assez fort. On a des exemples aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, sur la côte ouest, on a mis en place des référendums d'initiative populaire pour lutter contre la corruption des élus. Parce qu'il y avait, notamment en Californie, par exemple, dans les années 1900 à peu près, il y avait une corruption terrible. Notamment à cause des chemins de fer, parce que les chemins de fer étaient le seul moyen d'aller de l'est à l'ouest. À l'époque, il n'y avait pas d'avion quasiment. Et alors, ils avaient donc un monopole. Et les compagnies de chemin de fer faisaient régner leurs intérêts, disons, sur ceux de la population. Alors on avait des exemples des fermiers, par exemple, on leur disait que le chemin de fer allait passer sur leur terre, ils avaient droit à une indemnité normalement. Mais le juge de l'indemnité était payé par la compagnie de chemin de fer, ce qui fait qu'il donnait une indemnité ridicule. Ce qui fait que le type, le pauvre paysan, eh bien, il avait perdu ses terres et il n'était même pas indemnisé, ou il était indemnisé de façon grotesque, parce que les juges étaient vendus. Et de même, les parlementaires à San Francisco, à Sacramento, c'est la capitale, étaient aussi payés par la compagnie de chemin de fer pour faire un certain nombre de choses. Et alors, il y avait une révolte qui montait dans le pays, dans les années 1900 à peu près, et il y a eu on a nommé un procureur qui a attaqué la compagnie de chemin de fer et qui a attaqué aussi le président du Parlement californien pour collusion, malhonnêteté, etc. Et ce procureur a été assassiné en plein prétoire. Alors on a nommé un autre juge, je ne sais pas si on lui a donné un gilet pare-balles, mais enfin en tout cas lui n'a pas été tué, il s'appelait Johnson. Et ce fameux Johnson a réussi à faire le procès jusqu'au bout, et il a condamné à 10 ans de prison le président de la compagnie des chemins de fer concernée, et ainsi que le président du Parlement californien. Alors ça a fait du bruit, comme vous imaginez, et à la suite de quoi il est devenu ultra populaire, et il s'est présenté aux élections de gouverneur, puisque les gouverneurs sont élus aux États-Unis. Et alors, c'est ce qui s'est passé, donc il a gagné évidemment très facilement. Et il a dit maintenant, on va appliquer mon programme. Mon programme, c'est qu'on ne veut pas que les abus qui ont eu lieu autrefois se reproduisent. Donc, il faut adopter des institutions comme en Suisse, où on peut par référendum casser les lois votées par les parlementaires, et où on peut même éventuellement renverser des autorités élues de l'État lorsqu'on estime qu'elles ne vont pas dans le sens de l'intérêt du peuple. C'est ainsi qu'un gouverneur en Californie peut être renversé par un référendum qui s'appelle un recall, un rappel, et même des juges de la Cour suprême de Californie ont été renversés par des recalls. Par exemple, il y a un juge qui ne voulait pas appliquer la peine de mort alors qu'elle est dans le code pénal de la Californie. Il a été accusé par des citoyens de ne pas appliquer la loi, puisqu'il n'appliquait jamais la peine de mort. Et c'était la loi, c'était qu'il y avait la peine de mort, notamment. Et donc, ce juge a été fait l'objet d'un recall. Et les citoyens, en grande majorité, ont voté pour la démission, pour qu'on démissionne de force ce juge, qui a été ensuite remplacé par un autre juge. Donc il y a des institutions dont on n'a pas idée en France, mais qui existent. C'est très aristotélicien d'esprit, tout ça. Donc la démocratie comme instrument pour lutter contre la corruption. Et puis l'autre aspect, donc, ce que dit Aristote, à savoir, c'est que les décisions qui sont prises par la majorité de la population sont souvent meilleures que les décisions qui sont prises par un petit groupe d'experts qui se connaissent tous entre eux, qui ont les mêmes idées entre eux, etc. Et c'est exactement ce qu'on voit en Europe occidentale aujourd'hui. On voit par exemple des lois très favorables, comme c'était le cas en Allemagne avec Mme Merkel, très favorables à l'immigration, parce qu'il n'y a pas de référendum justement sur ce sujet. Et en Suisse, par contre, vous avez eu des référendums qui ont été lancés par des citoyens avec 50 000 signatures. Ces référendums ont abouti à limiter de façon extrême l'immigration vers la Suisse. Si vous aviez demandé uniquement aux journalistes suisses
de décider, ils auraient été favorables à l'immigration. Vous auriez demandé à la majorité des juges suisses de décider, ils auraient été favorables à l'immigration. Mais si vous demandez à l'ensemble du peuple, c'est le contraire. Donc ça prouve bien que les décisions qui sont prises par un très grand nombre de gens, souvent, sont plus raisonnables que celles qui sont prises par un tout petit nombre. Thèse donc que défendait Aristote un peu contre Platon, d'ailleurs, qui soutenait un peu le point de vue inverse. Donc, alors, la thèse d'Aristote, si vous voulez, sur le fait que le grand nombre décide mieux que le petit nombre, c'est évidemment une thèse totalement hostile aux experts et à la technocratie en particulier. Et il a utilisé des arguments qui sont très frappants parce qu'ils sont simples, en disant il faut toujours en revenir à la cause finale. Pourquoi on fait une loi? Et il dit, et qui va exprimer la cause finale? Il dit par exemple dans le cadre d'un repas, c'est le convive. C'est le convive qui doit juger, non le cuisinier. Alors que ceux qui sont partisans de la dictature des experts vont dire c'est au cuisinier de choisir et puis les gens n'ont qu'à s'adapter. C'est le point de vue inverse. Et non, c'est le convive qui doit juger, et même si le convive n'est pas un expert, parce que par définition, en général, le convive n'est pas spécialement un bon cuisinier. Mais il voit ce qui est bon pour lui, il voit ce qui... C'est comme un acheteur de voiture. Si vous voulez vous acheter une voiture, on ne vous demande pas de reconstituer la voiture et d'expliquer comment elle fonctionne. Vous en seriez probablement incapable, sauf si vous êtes ingénieur. Par contre, vous voyez très bien ce dont vous avez besoin, quels sont vos besoins, disons. Et donc, votre jugement sera probablement meilleur, parce que vous connaissez vos besoins, que si on disait on va construire des voitures correspondant au désir de 50 ingénieurs qu'on a choisis sur le volet et qui vont choisir quelles sont les meilleures voitures, sans demander l'avis des clients. On aurait probablement des aberrations. C'est tout le problème d'ailleurs de l'économie de marché face à l'économie planifiée qu'on retrouve là, hein, puisque vous avez la fameuse histoire, vous savez, de la fabrique d'épingles en Union soviétique. Alors vous avez une fabrique d'épingles, et comme il n'y a plus de marché, il n'y a pas de prix, et donc les clients ne peuvent pas donner leur avis, l'usine, pour essayer de remplir les obligations du plan, essaye de faire des aiguilles en utilisant le moins possible d'acier, et elle cherche chaque année une aiguille géante que personne ne peut utiliser. Alors les planificateurs se disent, bah oui, on avait mesuré l'efficacité de l'usine au nombre d'aiguilles fabriquées en termes de poids. C'était le poids qui comptait. Alors résultat, ils faisaient des aiguilles géantes. Donc c'est une erreur, en fait on s'est trompé. On va prendre un autre critère, on va prendre le nombre d'aiguilles. Et à ce moment-là, la même usine s'est mise à construire des millions de petites aiguilles toutes petites que plus personne ne pouvait utiliser non plus, parce que c'était le nombre qui était le critère choisi par les planificateurs. Alors ensuite, le livre 4 d'Aristote concerne là encore, je dis, tous ces sujets sont assez proches de l'actualité, bien qu'ils ont été écrits il y a si longtemps, les classes moyennes. Alors la thèse d'Aristote, c'est qu'un bon régime politique ne peut fonctionner que s'il y a des classes moyennes nombreuses. Parce qu'il dit les classes moyennes ont des vertus de juste milieu que n'ont pas ni les extrêmes riches ou les extrêmes pauvres. Les extrêmes pauvres risquent de pousser à la révolution et à la démagogie, et les extrêmes riches vont pousser évidemment dans le sens de leurs intérêts à eux, qui ne sont pas les intérêts de l'ensemble de la société. Donc il faut se méfier des deux extrêmes, et il faut écouter plutôt les classes moyennes, et avoir un système politique qui permette aux classes moyennes de s'exprimer. Donc ça aussi c'est une thèse évidemment. On voit bien que d'ailleurs les régimes politiques tels qu'on les connaît dans le monde occidental ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas de classe moyenne. Par exemple, en Afrique noire, on a fait des démocraties, mais en fait, c'est des dictatures. Parce qu'il n'y a pas de classe moyenne, justement. Donc, vous avez une masse de gens illettrés, et puis vous avez un dictateur qui est là, et tout le monde vote pour lui, parce que sinon, vous allez en prison. Et donc, ça vous fait des régimes tyranniques, ce que Aristote appelait des régimes tyranniques. Donc, les classes moyennes, c'est très important. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il faut se méfier de tous les régimes politiques qui cherchent à écraser les classes moyennes. Comme c'est le cas, d'ailleurs, de notre pays, en France, d'ailleurs, parce que en France, vous voyez bien que les gouvernements, par exemple en matière de pression fiscale, eh bien, ils sont extrêmement coulants à l'égard des gens très très riches qui peuvent aller à l'étranger, puisque les frontières sont ouvertes, et donc ils échappent à l'impôt. Et puis les pauvres aussi, ils échappent à l'impôt pour d'autres raisons, bien entendu. Et donc c'est les classes moyennes qui prennent tout sur la figure. Alors petit à petit, les classes moyennes s'étiolent et s'affaiblissent.
Et c'est très dangereux pour le maintien d'une société saine, dirait Aristote. Ensuite, livre 6, il essaie de définir effectivement ce qui pourrait être une bonne démocratie. Et en gros, je vous passe un peu l'ensemble des analyses qu'il fait pour essayer de voir quels sont les mauvais régimes, les bons régimes, etc. Et sa conclusion, c'est pas de dire tel régime sera forcément meilleur, il est plus nuancé que ça, mais il va dire le bon régime, c'est le régime où les vertus des citoyens sont maximales. Il dit ce qui compte en réalité, c'est la qualité des hommes. Les institutions, bien sûr, c'est important. Il a proposé une institution mixte, comme vous savez, mais il dit ce qui est le plus important, c'est la vertu des citoyens. Et donc, si les citoyens sont vertueux, sont prêts à mourir pour la patrie s'il y a une guerre, sont honnêtes, etc., votent dans l'Assemblée, parce que si personne ne vote dans l'Assemblée, à ce moment-là, l'Assemblée ne sert plus à rien. Donc, s'ils sont civiques, s'ils sont patriotes, etc., vous aurez un bon système. Et il dit, pour avoir un système de ce genre, il faut multiplier l'enracinement des citoyens dans toutes sortes d'institutions qui sont les traditions, la religion, la famille, les propriétés, etc. Si vous détruisez toutes ces institutions d'enracinement, vous aurez des voyous et vous aurez donc un système politique qui deviendra de plus en plus mauvais. Ensuite, le livre 7. Alors, le livre 7 prolonge en fait les réflexions qui étaient faites dans le chapitre précédent, si je puis dire, dans le livre précédent, où il dit ce qui est important, c'est la qualité de l'homme. Alors là, vous savez, c'est une théorie très grecque qui est la théorie du kalos kagatos, de l'homme qui est à la fois beau et bon. Parce que pour les Grecs, la beauté, ça avait deux sens, kalos, tokalon. La beauté, c'est la beauté physique, bien sûr, mais c'est aussi la beauté de l'âme. Donc pour un Grec, on ne peut pas séparer les deux. Les deux doivent aller ensemble. Et d'ailleurs, il y avait un des 7 sages de la Grèce, je ne sais plus lequel, donc tout à fait au début des cités grecques, qui disait si tu es beau, fais en sorte d'avoir aussi une belle âme pour être pleinement beau. Et si tu es laid, efforce-toi d'avoir une belle âme pour compenser les défauts de ta nature. Alors, la kalokagatia, donc c'est alors kalos, ça veut dire beau, mais beau moralement et beau physiquement. Et puis agathos, ça veut dire apte à son but, donc efficace, efficient, etc. Donc, les hommes qui sont efficaces, et les hommes qui sont efficaces, ce sont ceux en réalité qui suivent les causes finales des phénomènes et qui ne s'arrêtent pas aux autres causes qui sont moins importantes. Donc la beauté plus l'efficacité, donc ça fait une qualité d'homme exceptionnelle du point de vue des trois sortes de biens, disons, qui sont propres à l'être humain, dit-il, les biens extérieurs, donc c'est les propriétés notamment, les biens physiques, c'est-à-dire la bonne santé, disons, et puis l'athlétisme éventuellement, et puis les biens de l'âme, évidemment, les biens de l'âme, le courage, l'honnêteté, etc. Donc il dit il faut que l'homme ait toutes ces qualités pour faire ensuite une bonne société, car c'est de la qualité des hommes qu'on aura une bonne société. C'est le raisonnement exactement inverse, je dirais, du raisonnement qui a été tenu ces 3 derniers siècles depuis la Révolution française, qui consiste à dire on va faire une bonne société, ça fera des hommes qui seront bons. On est parti du principe absolument inverse. Pour Aristote, il faut d'abord des hommes bien, et les hommes bien secréteront en quelque sorte une bonne société. Alors, d'où le titre du dernier chapitre qui est sur l'éducation, forcément, parce que comment peut-on avoir une société où les hommes sont de qualité, sinon grâce à une éducation qui soit tout à fait adaptée pour que les gens aient des qualités physiques et des qualités morales nécessaires à faire des bons citoyens. Et ce qui est frappant dans l'analyse de l'éducation que fait à la fin de son livre Aristote, c'est de voir l'importance qu'il attache, alors ça c'est très grec, l'importance qu'il attache à la formation physique, ça c'est sûr, parce que aussi un bon citoyen c'est un bon soldat, hein, il faut faire la guerre contre l'étranger, donc la forme physique c'est très important, et puis la beauté physique c'est très important pour les Grecs. Et puis il y a aussi la beauté morale, donc la beauté morale c'est essentiellement le courage, l'honnêteté, et il parle finalement assez peu, bien que ce soit bien sûr important, mais il ne parle pas beaucoup de la formation intellectuelle.
Si on veut des bons citoyens, il faut que les gens aient une bonne moralité et il faut que physiquement ils soient en bonne santé. S'ils sont tous malades, vous n'aurez pas une bonne société, évidemment. Et puis si les gens sont des pourris, ils ont une âme complètement décadente et dégradée, vous aurez aussi une très mauvaise société. Indépendamment du niveau intellectuel. Alors, le niveau intellectuel, bien sûr que c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. Un type qui serait intellectuellement très bien, mais qui serait moralement un criminel, on en connaît. Hein, il y en a, les plus grands criminels de l'histoire étaient tous des gens qui avaient un niveau intellectuel très très élevé, évidemment, sinon ils n'auraient pas été chefs d'État. Donc, il met la moralité, disons, avant les qualités intellectuelles, point sur lequel, d'ailleurs, il se retrouvera, sans le savoir, en accord avec l'enseignement chrétien par la suite, qui mettra les valeurs morales avant les valeurs strictement intellectuelles. C'est bien de savoir que 2 et 2 font 4, mais c'est encore mieux de savoir qu'il ne faut pas voler son voisin. Si on veut être un homme au sens plein du terme, au sens où un kalos kagatos, comme disait Aristote. Alors, la conclusion de tout ça, j'avais fait une conclusion un peu polémique en disant la différence entre la société aristotélicienne et notre société moderne, c'est que notre société moderne se dit fondée, basée sur les droits de l'homme, comme chacun sait, donc il n'y a pas besoin de développer trop en quoi ça consiste, hein. Tout le monde ici le sait très bien, les droits de l'homme, on ne parle que de ça. Et Aristote, ça c'est moi qui l'ai mis, bon, il n'utilise pas vraiment tout à fait ce mot, mais ce qui est le plus important, c'est pas les droits de l'homme, c'est les droits de l'âme. C'est-à-dire avoir une société qui soit suffisamment saine du point de vue éducatif, du point de vue politique, etc., qu'elle va former des vrais êtres humains qui auront le sens moral nécessaire pour que la société soit saine. Sinon, si l'âme n'a aucune importance, évidemment, il y a toujours un danger chez l'être humain de régression vers la bestialité. C'est là où les Grecs n'étaient pas des grands optimistes, comme vous savez, ceux qui ont inventé la tragédie, et donc ils n'étaient pas rousseauistes. Pour eux, on ne peut pas dire l'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt, c'est complètement faux. L'homme, il est bestial par nature, il est à la fois bestial et humain, il est les deux à la fois. Et il faut évidemment un système d'éducation, un système de religion, un système d'autorité politique qui encadre en quelque sorte l'individu pour l'empêcher de retomber dans sa bestialité. Alors tout ça, ce sont des idées qui étaient des idées classiques, comme on dit, et qui ont été développées donc à la suite d'Aristote. Enfin, toutes ces idées se sont retransmises surtout en Europe occidentale à partir du XIIIe siècle, quand l'Église a repris pour son compte une bonne partie des idées d'Aristote à travers saint Thomas d'Aquin, bien sûr, qui était aristotélicien. Aujourd'hui, depuis disons 2-3 siècles, depuis la période de la Révolution française, depuis la période des Lumières, disons la période des Lumières, n'admet pas cette vision pessimiste de l'homme, ou cette vision réaliste, on pourrait dire, de l'homme. Et donc, évidemment, on s'est éloigné du modèle grec à nos dépens, et on en a vu les résultats au XXe siècle, qui était un siècle absolument épouvantable, où il y a eu des génocides, des massacres, etc., comme il n'y en avait jamais eu dans les siècles précédents. Le XXe siècle a fait totalement mentir Voltaire, quand Voltaire disait, les idées des Lumières, n'est-ce pas, il disait supprimer la religion, il n'y aura plus de motif de querelle entre les hommes, et il n'y aura donc plus jamais de guerre. Bon, je suis désolé, hein, mais la Seconde Guerre mondiale, par exemple, elle n'a pas été animée par des gens très religieux, parce que Hitler n'était pas quelqu'un de très religieux, Staline non plus. Bon, et ça fait des millions de morts. Alors, je vais vous donner la petite conclusion que j'avais mise à l'époque sur cet ouvrage sur Aristote. Une société qui méprise l'aspect affectif de l'homme, ça c'est un des points importants. Je ne sais pas si j'ai assez insisté là-dessus, parce que la morale est liée à l'affectivité. Donc la science ne suffit pas. Donc une société qui méprise l'aspect affectif de l'homme et qui détruit les institutions qui disciplinent l'affectivité selon la loi naturelle, comme la famille, la propriété ou la patrie, est une société qui mutile l'âme de l'homme. A l'inverse, une société qui méprise la raison et qui favorise la superstition mutile aussi l'âme humaine. Ça va de soi. Il faut qu'il y ait les deux. Celle-ci, c'est-à-dire l'âme humaine, est fragile, comme une plante,
Elle doit être cultivée avec soin, surtout chez les plus jeunes, en associant étroitement le sentiment et la raison. Une société qui ignore l'âme humaine, qui se désintéresse de son épanouissement, condamne l'homme au malheur. C'est en ce sens qu'on peut parler de droit de l'âme à recevoir une éducation amenant l'être humain à la beauté et à l'harmonie. C'est sans doute le plus grand reproche qu'Aristote, comme Platon d'ailleurs, ferait à la société d'aujourd'hui, c'est de mépriser ces droits de l'âme, puisque la notion même d'âme est complètement écartée du discours officiel, et ça veut dire que l'on méprise, en définitive, ce qui, dans l'homme, est le plus divin. Voilà. Donc j'ai conclu sur une idée typiquement grecque, parce que vous savez que si les Grecs, évidemment, n'étaient pas chrétiens, puisqu'ils vivaient avant, les anciens Grecs, ils étaient très attachés à l'idée que l'homme avait une dimension divine à l'intérieur de lui-même, et qu'il fallait, en quelque sorte, éduquer l'homme de telle façon qu'il se rapproche le plus possible du divin, et qu'il ne se laisse pas dominer par la bestialité. Platon, d'ailleurs, c'est pas autre chose que ça. Je veux dire, de ce point de vue-là, il est le complément tout à fait naturel d'Aristote. Ce sont des sagesses très anciennes, mais qui restent visiblement très justes. Et c'est une erreur de croire que parce qu'une idée date d'il y a 1 an, elle sera forcément meilleure qu'une idée qui date d'il y a 1000 ans. C'est pas, la qualité de l'idée n'a rien à voir avec son ancienneté. Donc, je crois que c'est intéressant de relire de ce point de vue-là les anciens Grecs, qui apporte une leçon qui reste éternelle. Voilà.